L'actualité se poursuit sur Média TV Afrique. Bienvenue dans ce journal. On voit tout de suite les titres. Au Sénégal, les enseignants reprennent le chemin de l'école. Les cours reprennent ce 2 juin pour les classes d'examen. Les autorités ont ainsi mis à la disposition des enseignants des moyens de transport pour rejoindre leur service. Vous allez le voir dans ce reportage. Au Kenya, les salles de sport sont fermées, confinement oblige. Les entraînements sont devenus difficiles pour plusieurs athlètes kenyans qui n'ont guère le choix que d'improviser. Et puis à Ouazzane, au Maroc, les agriculteurs sont satisfaits de la moisson de ces 3 derniers mois. Grâce au programme Al-Moutmir, ils ont pu faire prospérer intelligemment leurs champs. Voilà pour les titres. Nous débutons cette édition au Maroc où le roi Mohamed VI a adressé ses condoléances à Hélène El Youssoufi, veuve de l'ancien Premier ministre Abdelrahman El Youssoufi, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 96 ans. Dans son message, le roi du Maroc exprime sa profonde tristesse et salue un grand militant. Il ajoute que la disparition d'El Youssoufi est une perte considérable, non seulement pour sa famille, mais aussi pour le Maroc. Le souverain a également loué les grandes qualités humaines ainsi que le patriotisme du défunt. Le roi Mohamed VI salue un parcours voué à la défense des droits de l'homme et les énormes sacrifices qui ont jalonné la vie d'Abdelrahman El Youssoufi. Le royaume du Maroc a donc perdu l'une de ses figures emblématiques, Abdelrahman Youssoufi, qui s'est éteint ce vendredi 29 mai à Casablanca à l'âge de 96 ans. Pour lui rendre hommage, notre équipe Midi 1 TV s'est déplacée à la maison d'enfance de l'ex-premier ministre située au quartier Dradeb à Tanger. C'est un reportage de Driss Bousserane avec les récits de Soued Jalil. Avec Si Abdelrahman, une page de l'histoire s'achève. C'est ici à Tanger, plus exactement dans cette maison située dans le quartier de Dradeb, qu'Abdelrahman Youssoufi a vu le jour de la fête internationale des femmes, le 8 mars 1924. Réputé réservé, Youssoufi n'a jamais rompu les liens avec son quartier, même en assumant ses responsabilités partisanes ou celles plus lourdes d'hommes d'État. C'était le parrain de notre famille. Malgré son agenda très chargé, il demandait toujours des nouvelles de chaque membre. C'était quelqu'un de très proche de sa famille, que Dieu ait son âme. C'est ici qu'il a passé son enfance et sa jeunesse. À chaque fois qu'il visitait Tanger, il revenait pour revoir cette maison qui signifiait beaucoup pour lui. En plus de sa carrière politique unique, le défunt était connu pour ses nombreuses qualités, un apanage chéri par ses camarades de lutte. Monsieur Abdelrahman Youssoufi était un véritable ascète. Il a passé le plus clair de son temps en exil, loin de sa famille, de ses proches, loin de sa mère qu'il n'a pas revue pour une décennie. Abdelrahman était un véritable patriote. Il aimait son pays et défendait sa cause sur la scène internationale. Il restera toujours et avant tout un fervent défenseur des droits de l'homme. À la fois résistant, militant, syndicaliste et politicien, Si Abdelrahman Youssoufi incarne la transition historique. Il est cette figure de proue du social-libéralisme qui a su avec patience et une rigueur à toute épreuve marier les principes idéologiques aux exigences nationales, favoriser l'ancrage d'une morale de coexistence politique et dans la foulée assumer une tâche de Premier ministre. Avec le départ de Si Abdelrahman, le Maroc aura perdu un grand homme. Au Sénégal, les cours reprennent ce 2 juin pour les classes d'examen sur décision présidentielle. Une façon de sauver l'année académique en cours. Pour les enseignants et personnels administratifs servant dans les régions et résidant à Dakar, des navettes sont prévues par les autorités publiques. Mais sur place, l'organisation est à revoir selon les interlocuteurs rencontrés par nos correspondants Daouda Sow et Baïdir. Quartier Liberté 5, au dépôt des bus Dakar Demdik, la Société nationale de transport. C'est ici que s'organise le retour des enseignants pour les différentes régions où ils servent. Un vrai tohu-bohu.
Un retour du corps professoral et administratif pour faciliter la reprise des classes d'examen le 2 juin. Mais sur place, l'organisation laisse à désirer, les mesures barrières à revoir. Le nombre de bus dont nous parlaient, les 250 bus qu'ils avançaient, nous tous nous avons, n'est-ce pas, vu que réellement ce nombre-là n'existait pas ici, parce qu'il y a un manque réel de bus. On ne peut pas fermer les écoles à 5 cas et les rouvrir à 2000 et quelques. On expose les enseignants, on expose les élèves et on court vers une stigmatisation des enseignants et des élèves également. Un désordre que tentent d'expliquer les représentants du ministère sénégalais de l'Éducation. Pour le responsable de la planification, des corrections y sont apportées. Monsieur le ministre nous a demandé de tout faire pour acheminer tout le monde, qu'il soit inscrit ou non. Et on a essayé de gérer ce flux-là, cette masse. Mais il faut préciser que le matin, il y a un grand nombre, mais à chaque fois, 2 heures de temps après, tout le monde est parti. Monsieur Diédiou, quant à lui, semble avoir le regard et les pensées lointains. Mais ce directeur d'école est à la recherche du bus prévu pour Bunkiling, dans le sud du pays. Pour la reprise, je pourrais dire que je suis entièrement d'accord, parce que personnellement, j'ai vécu une année blanche de l'année 1988. Alors, je ne voudrais pas encore que mes enfants et mes frères en subissent encore une autre. Au Sénégal, suite à une décision présidentielle, les enseignements reprennent le 2 juin 2020 pour les classes d'examen. Le port de masque, le test de température au thermoflash et les autres mesures barrières vont être de rigueur pour protéger élèves et enseignants du coronavirus. On reste au Sénégal. Le pays enregistre 106 nouvelles contaminations au Covid-19 confirmées ce samedi avec 23 nouvelles guérisons. À ce jour, 3535 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus, dont 1761 rémissions et 42 décès. Suivant à ce propos Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé. Ce samedi 30 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 1370 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,73%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 94 cas contacts suivis par nos services, 12 cas issus de la transmission communautaire. 23 patients sont déclarés guéris ce jour. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de nos hôpitaux. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 3535 cas ont été déclarés positifs, dont 1761 guéris, 42 décédés, donc 1331 sous traitement actuellement. En Côte d'Ivoire, des entreprises marocaines opérant dans le pays viennent de manifester leur soutien au peuple ivoirien en cette période de crise sanitaire mondiale. Représentées par la Chambre de commerce et d'industrie, ces entreprises ont fait un don de vivres au gouvernement ivoirien pour l'aider dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Un don qui a été réceptionné par la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mel Berchel et Joseph Zekre nous en disent plus. Ce sont les locaux annexes du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, SIS à Cocody, qui ont abrité la cérémonie de remise de dons de la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire. Ce geste, des sociétés marocaines représentées en terre ivoirienne et membres de cette institution, vient soutenir l'élan de solidarité de lutte contre la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Cet élan de solidarité est tout à fait normal puisque nous traversons des moments très difficiles avec cette pandémie. Aujourd'hui, la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine ne pouvait pas rester insensible à l'élan de solidarité et vu les excellentes relations qui lient nos deux pays et nos deux chefs d'État. Cette prompte réaction des entreprises marocaines inter-ivoiriennes intervient suite à l'appel lancé par le gouvernement ivoirien. Pour la ministre Marietou Koné, le peuple marocain, par cette action sociale, réitère la consolidation des relations de fraternité entre les deux pays, même dans les situations difficiles. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de tout le gouvernement et des populations de Côte d'Ivoire, traduit notre reconnaissance au Royaume du Maroc, à l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire et à la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire. Composé de vivres et non-vivres, ce don de la Chambre de commerce et de l'industrie marocaine vient soulager 2000 familles vulnérables sur l'étendue du territoire national en cette période de crise sanitaire mondiale. Le lieu de rappeler que certaines mesures de sécurité sont maintenues jusqu'au 14 juin, notamment l'isolement du Grand Abidjan, l'état d'urgence et la fermeture de certains espaces à contenance humaine importante. Et puis en Tunisie, la situation économique très complexe en temps normal est devenue encore plus difficile avec la Covid-19. Le confinement total du pays n'a pas été sans conséquences sur l'économie nationale en général et sur l'état des finances publiques en particulier. Ces conséquences ont transformé la crise économique en pandémie économique et ont alimenté le malaise social. Les détails avec Najwa Béchar. Arrivé au pouvoir quelques semaines avant la pandémie du coronavirus, Liesl Farfer et son équipe gouvernementale se trouvent face à des défis sanitaires et aussi économiques. Il a d'ailleurs mis le doigt sur l'ampleur de la tâche qui attend son gouvernement et a estimé qu'à l'heure actuelle, le pays a perdu 7 points de croissance. Pour y faire face, Farfer annonce de nouvelles mesures prises pour affronter le coronavirus et pour relancer l'économie du pays. La dégradation flagrante du taux de croissance, moins 7 points, a affecté les équilibres financiers. Sauf que l'État ne va pas recourir à l'endettement, qui a déjà atteint des niveaux importants. Nous allons compter sur nos capacités et nos moyens propres pour la mobilisation des ressources et la réduction des dépenses. De grands chantiers attendent le gouvernement après la fin de la crise du coronavirus qui a révélé plusieurs problèmes profonds en Tunisie, à l'instar de la pauvreté, le chômage, la fragilité de l'économie, la dégradation du service public, en plus des difficultés financières que connaît le pays depuis une dizaine d'années. La politique idéale, la politique rationnelle pour assurer la relance économique, c'est miser sur l'investissement. L'investissement public dans des projets d'infrastructure et des projets structurants. Bien évidemment, vous savez très bien, les problèmes au niveau des finances publiques, l'État peut, le gouvernement peut recourir au cadre juridique de PPP pour soutenir les investissements publics nécessaires à la relance économique. Quant aux investissements privés, moi je demeure convaincu encore une fois que la relance économique ne pourra se faire que grâce à l'investissement privé. Au vu des anticipations du ralentissement économique, le pire depuis l'indépendance de la Tunisie, en raison des répercussions de la crise du Covid-19, des manifestations ont eu lieu dans un certain nombre de villes tunisiennes, dans lesquelles des centaines de citoyens ont réclamé de l'emploi et ont protesté contre la marginalisation et l'absence d'infrastructures et de projets. Je vous disais en titre, les salles de sport sont fermées au Kenya. Confinement oblige, les entraînements sont devenus difficiles pour plusieurs athlètes kenyans. Ne trouvant plus où s'entraîner, ils ont dû improviser, comme on va le voir dans ce récit d'Ala Benali. Ici, à Kisumu, troisième plus grande ville du Kenya, le coronavirus n'empêche pas ces sportifs professionnels de s'entraîner. Le gouvernement ayant fermé les salles de sport par mesure de sécurité sanitaire, ces sportifs ont envahi l'une des autoroutes principales de la ville. Boxeurs, taekwondoïstes, athlètes, tous se préparent pour l'après-Covid-19. Entraînez-vous, ne baissez pas les bras à cause du coronavirus. Le sport booste l'immunité.
Vincent, 6 fois champion national de taekwondo, est venu lui aussi s'entraîner avec sa fille. Lui, qui a représenté le Kenya lors de plusieurs compétitions en Corée du Sud, au Rwanda, en Éthiopie et au Soudan, est impatient que le Covid-19 s'éloigne de son pays. Cette année, je devais normalement représenter mon pays en octobre prochain pour les mondiaux. À cause de la Covid-19, tout a été annulé et nous ne savons pas quand ça va prendre fin. Nous espérons que la pandémie s'éteindra avant le début du championnat. Depuis que les premiers cas du coronavirus sont apparus le 13 mars dernier au Kenya, la vie de Vincent est bouleversée. Il rentre désormais à la maison les mains vides, sans provision. Le taekwondo, c'est ce que je fais de mieux. C'est ma vie. Je vis grâce à cette discipline. Je suis professeur de taekwondo dans une école et quand cette dernière a été fermée à cause de la pandémie, tout a changé pour moi. Je n'ai plus aucun revenu. Il n'y a pas non plus moyen d'entraîner les enfants quelque part. Il faudrait que le gouvernement pense à nous aider, nous les personnes qui vivons de ce sport. Depuis l'avènement de la pandémie, Nairobi a interdit aux athlètes de quitter le pays pour participer à des compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre. Au Kenya, le cap des 1700 cas a été franchi ce week-end. Le nombre de décès, lui, avoisine la soixantaine. Une séance de Zumba pour faire chuter la tension accumulée dans les couloirs de l'hôpital. Une idée ingénieuse à l'attention des infirmières, sages-femmes et autres travailleurs qui sont en première ligne dans la lutte contre la Covid-19 au Kenya. Vous allez le voir, ce cours de danse a pu apaiser plus d'un à l'hôpital Kenyatta, le plus grand établissement de santé du Kenya. Sanaya Sari pour les détails. Séance de Zumba pour les infirmières et les travailleurs de la santé de l'hôpital national de Kenyatta pour faire retomber la pression du coronavirus. Objectif, fédérer les équipes après des semaines de grande mobilisation pour les patients atteints de la Covid-19. Je me sens tellement détendue, je sens que c'est quelque chose dont nous avons besoin comme une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, juste pour relâcher cette tension et l'air frais que nous avons en gérant ces patients. Parfois, on se perd dans ce travail, mais des activités comme la Zumba vous aident à libérer votre esprit, à vivre et à ressentir à nouveau. La Zumba est donc quelque chose que je devrais recommander à toute personne stressée, surtout aux personnes en première ligne. Les cours ont été organisés par le Conseil des infirmières du Kenya. Ces infirmières sont fières de ce qu'elles font. Beaucoup d'entre elles travaillent dans les services de Covid-19 où elles traitent les patients infectés. Au Kenya, plus de 5000 travailleurs sont recrutés par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Nombre de ces travailleurs de première ligne sont confrontés à de longues heures de travail, à un stress mental et certains ont été rejetés par leur communauté par crainte de propager la pandémie. À Ouazzane, au Maroc, les agriculteurs sont satisfaits de la moisson de ces 3 derniers mois. Le programme Al-Moutmir y est pour quelque chose, d'ailleurs, puisqu'il les a accompagnés pour faire prospérer intelligemment leurs champs. Le résultat du semi-direct est en tout cas très satisfaisant. Regardons ce reportage d'Ala Benadi et Abdessamad Montassir. Ce champ appartient à la coopérative agricole de Sidi Moussa. Ici, à Douarsbiet, dans la province de Ouazzane, quelques 25 agriculteurs récoltent du blé tendre pour en faire de la farine. La moisson n'aurait pas été si généreuse sans Al-Moutmir, le programme de soutien aux agriculteurs. Les grains sont d'excellente qualité et ce grâce au programme Al-Moutmir et son équipe d'agronomes qui nous ont encadrés, formés et donné le semoir adéquat pour augmenter la productivité de notre coopérative. Une partie de ce champ de 2 hectares a été exploitée grâce à la technique du semi-direct où les graines sont semées sans travail préalable du sol. L'autre partie du terrain a été cultivée de manière conventionnelle. Grâce au programme Al-Moutmir, la productivité est en hausse. Il y a une grande différence entre le semi-direct et le labour traditionnel. La première technique est efficace contre la sécheresse ou l'irrégularité des intempéries. Elle permet aussi d'avoir des moissons de meilleure qualité.
Pour sa première édition, le programme El Moutmir lancé en septembre 2018 porte sur 3 catégories de culture: céréales et légumineuses, maraîchage et enfin l'olivier. Le dispositif s'appuie sur la démarche scientifique comme levier, son credo, une agriculture prospère et durable. Une centaine d'agronomes seront mobilisés. Plusieurs experts animeront plus de 80 sessions de questions-réponses au profit des agriculteurs pour accompagner quelques 4000 plateformes dans le royaume. Ala Abnani et à la caméra Absamad Montasser, Médian TV, Douar Sbit, Ouazzan. Un festival digital pour lutter contre la Covid-19, c'est l'initiative de jeunes Marocains qui se préparent à lancer la première édition. Objectif, rendre hommage à toutes les personnes qui s'engagent en première ligne contre le coronavirus. Regardez. Artistes, sportifs, influenceurs, tous ont pris l'initiative de rendre hommage aux hommes et femmes mobilisés dans la bataille contre la pandémie provoquée par le coronavirus. Il s'agit d'une initiative totalement bénévole. Nous avons pensé à tous ceux qui risquent leur vie pour nous. Nous avons procédé à la mise en œuvre de ce projet depuis 3 mois. Au fur et à mesure, nous avons réussi à réunir un grand nombre de participants bénévoles. Les Marocains n'ont pas manqué de réagir à ce geste de solidarité. Plus de 500 personnes y participent à travers des messages vidéo via les réseaux sociaux. Des messages de gratitude en faveur des médecins, des agents de police, des journalistes, des agents de nettoyage et d'assainissement et tant d'autres personnes qui risquent leur vie en ces temps de crise sanitaire. Sans trop réfléchir, j'ai rejoint l'équipe de ce projet. L'idée du festival numérique m'a énormément motivée. Nous avons reçu des demandes de participation d'un grand nombre de Marocains du Maroc, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Une initiative citoyenne très créative qui met en avant l'action de tous les soldats de l'Ambre. Ces héros qui s'investissent chaque jour pour assurer leurs devoirs envers leur patrie. Voilà ce qui m'a fait à cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite des programmes.